Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce Héros du quotidien hebdomadaire. On est rejoint aujourd'hui par une héroïne, Nathalie Gatelier, qui est cofondatrice de la Fabrique du Nou, qui va nous présenter ce qu'est la Fabrique du Nou et pourquoi elle l'a créée. Et avec Raphaël Duchemin, grande journaliste qu'on ne présente plus, qui est là pour Marseille aujourd'hui. Bienvenue à Salut toutes les deux. Sylvain. Bonjour Nathalie. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain. Nathalie, est-ce que tu peux déjà nous parler de ce qu'est la Fabrique du Nou? La Fabrique du Nou, c'est très simple. La Fabrique du Nou, ça part d'une obsession. C'est comment on peut recréer du lien, de la rencontre, du nous entre des gens différents. Donc on fabrique des projets et des idées pour justement recréer cette rencontre, ce lien entre des gens qui n'ont rien à voir. Je peux peut-être vous donner quelques exemples pour être plus concrète. Allons-y. Alors, un exemple de projet qu'on a fabriqué avec nos petites mains il y a 3 ans, peut-être le plus lointain, donc, qui part de ce constat assez navrant qu'il y a 3 jeunes sur 4 dans les quartiers nord qui ne savent pas nager. C'est un peu la honte quand vous êtes à Marseille, que vous avez 50 km de côte. Donc on s'est dit, bon ben voilà, il n'y a pas beaucoup de piscines municipales à Marseille. En revanche, il y a des gens qui ont des piscines. Et on s'est dit, et si des particuliers ouvraient leur piscine à ces jeunes pour leur apprendre à nager et aussi pour faire leur connaissance. Donc on est parti de cette idée un peu loufoque. Et aujourd'hui, vous avez une centaine de jeunes chaque été qui apprennent à nager chez ces particuliers dans des piscines grâce à l'appui d'un opérateur qui est le Contact Club. À chaque fois, on imagine, on prototype et on déploie ces projets aux côtés d'opérateurs qualifiés. C'est le Contact Club qui mène d'une main de maître ce projet maintenant depuis 3 ans. Et ce qui nous plaît dans ce projet, c'est que les gamins viennent apprendre à nager chez les particuliers. Et au-delà d'apprendre à nager, il se passe des choses. Le propriétaire, en général, dit « Bon, ben voilà, ça fait 10 fois que vous venez nager chez moi. Bah, je sais pas, asseyez-vous, prenons un goûter ensemble, venez dîner ce soir à la maison. Vous n'avez jamais vu une cave à vin, bah, je vais vous montrer ce que c'est qu'une cave à vin. Vous voulez visiter chez moi, pas de souci. Toi, tu cherches un stage, bon, bah, je peux peut-être t'aider. » Et donc, il y a plein de belles rencontres qui se passent à côté, après la natation. Et c'est ça qui nous plaît, finalement. La piscine, c'est un peu un prétexte, presque. Ça, c'est un exemple, c'est du concret. Mais qu'est-ce qui se passe au départ, si on rembobine? Ouais. Quel est le point de départ? Pourquoi, à un moment donné, vous vous dites il faut qu'on crée la Fabrique du Nou? C'est quoi le déclic? Très bonne question. Alors, il y a eu plusieurs déclics. J'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un flash et qui explique peut-être aujourd'hui cette obsession à mélanger des mondes différents. Je me suis souvenue de l'enterrement de mon grand-père, qui était militaire et qui avait donné la fin de sa vie, sa retraite aux sans-abri. Il avait donné du temps aux sans-abri. Et lors de son enterrement, il y avait donc tous ces militaires qui étaient en tenue magnifique, avec les képis, les costumes, les galons et tout ça. Et puis tout au fond de l'église, il y avait, je ne sais pas, peut-être 80, 100 sans-abri, SDF qui étaient là. Et j'avais 10 ans et je me souviens que cette image m'avait marquée. Et je pense que ça a un peu joué aujourd'hui. Donc voilà, bon, après, c'est peut-être de la psychologie de bas étage, j'en sais rien, mais je me souviens que j'ai cette image intacte, et j'en ai pas beaucoup des images de l'enfance, et j'ai celle-là. Et peut-être une deuxième raison aussi assez personnelle, donc là c'est pas mon grand-père, c'est mon père. J'ai beaucoup souffert de sa solitude et de son repli sur lui-même quand j'étais enfant. Et voilà, et je pense que d'une manière ou d'une autre, j'ai envie d'ouvrir les autres. J'ai pas réussi avec mon papa. J'étais trop petite, je savais pas comment faire. Et je suis assez convaincue que le bonheur est dans le lien. Il y a plein d'études Harvard qui documentent. Une étude d'Harvard qui documente ça très bien. C'est la plus longue étude menée avec 7 générations de chercheurs et qui a démontré que ce qui rendait les gens les plus heureux, c'était la qualité de la relation. Et Tariq et moi, on s'est retrouvés sur cette idée que finalement, la rencontre était une arme fatale pour recréer du lien entre les gens. Moi, j'ai pas mal travaillé, notamment dans les quartiers nord, avec une équipe qui était sur le terrain. Et on s'est rendu compte que plus qu'orienter un jeune vers un bon dispositif, une bonne formation, ce qui pouvait être déterminant dans un parcours et vraiment produire des étincelles, c'était la rencontre avec la bonne personne. On a plein d'exemples comme ça de gamins qui ont eu un avenir tout autre parce qu'ils avaient rencontré un entrepreneur qui avait eu confiance en lui,
quelqu'un qui les avait envoyés au bout du monde, au Japon, et leur vie avait été transformée. Donc on est vraiment fondamentalement convaincus que la rencontre peut changer la vie de beaucoup de gens, ouvrir des opportunités, générer de la confiance et tout ça. Et c'est un peu notre obsession, c'est comment on peut démultiplier ces rencontres transformatrices, métamorphosantes, qui font du bien d'un côté comme de l'autre. On a peur, comme beaucoup de gens, et je pense que vous en faites partie, de cette société où on se croise, où on ne se rencontre plus, où on a de plus en plus peur de l'autre, celui qui est différent de nous. Il y a une étude du CREDOC qui a démontré qu'il y avait une défiance vis-à-vis de l'étranger qui avait augmenté de 15 points en 10 ans, donc c'est monstrueux, c'est vraiment crescendo. On a peur de cette société aussi où on est de plus en plus isolé. Il y a le baromètre de la solitude qui reprend chaque année. Et là aussi, hélas, on est sur la mauvaise pente. Il y a 20% de Français qui disent avoir un sentiment de solitude, aussi bien les personnes âgées que les jeunes. Donc bref, tout ça nous a fait dire comment on fait pour recréer du lien social, recréer du nous et démultiplier ces rencontres transformatrices. Donc l'exemple de la piscine, c'est un exemple de projet. On a une quinzaine de projets dans les cartons. Peut-être un autre exemple d'un autre projet qui date d'il y a 3 semaines. Donc on est vraiment à la phase de l'idée, du prototypage. C'est ce constat qu'on a affaire un peu à 2 solitudes. D'un côté des personnes âgées qui sont toutes seules chez elles et qui disent qui souffrent d'avoir peu de petits-enfants qui viennent les voir, peu de familles, peu de voisins, l'isolement qui est vraiment très présent. Et de l'autre côté, les détenus en prison. Il y a 60% des détenus aujourd'hui. Je ne pensais pas du tout que tu allais faire ce parallèle. Et ben voilà, c'est ça. Très honnêtement, c'est très surprenant. Vas-y, continue. Non, et voilà. Et de l'autre côté, tu as des détenus qui, 60% d'entre eux n'ont aucun contact avec l'extérieur, c'est quand même beaucoup. Or, c'est un facteur hyper important de réinsertion. Si tu n'as pas de contact avec l'extérieur, on sait que quand tu vas revenir dans la vie, dans la vraie vie, ça va être plus compliqué. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on a 2 solitudes, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Comment on les rapproche ? Comment on les rapproche ? Qu'est-ce que vous diriez ? On fait des visites en prison ? Et ils ne peuvent pas bouger. Vous avez les personnes âgées qui sont chez elles et qui sont très peu mobiles. L'écriture, déjà. Alors voilà, exactement. L'écriture, ça serait une super idée. Il y a beaucoup de choses qui existent en ce sens-là. Ce qu'on a décidé de faire donc, avec une entreprise de service à domicile qui s'appelle Domino et son patron, Sébastien Prudhomme, on s'est dit, et si tout simplement on organisait des conversations téléphoniques entre ces détenus et ces personnes âgées. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec le centre d'appel de la prison de Nantes et des personnes qui sont plutôt dans le sud de la France. Donc il y a 1000 km qui les séparent et on est en train de tester des conversations croisées entre ces personnes âgées et ces détenus. Et on a eu, une centaine d'échanges pour l'instant et ça marche plutôt bien. C'est pas systématique, mais il y a des personnes âgées, en tout cas, qui ne veulent pas raccrocher, qui s'accrochent et qui disent « Non, on continue. » Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur ce nous. Oui. Comment ça vient, cette idée de la fabrique du nous ? Le nous, c'est quoi la définition du nous, en fait ? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que c'est que cette définition du nous, la fabrique du nous ? Il y a un peu ce « eux » contre nous. Donc, c'est lutter contre cette espèce de repli sur soi où on est nous entre semblables et puis eux qui sont différents. Comment on peut apprendre tout simplement à vivre ensemble ? Ce mot est un peu galvaudé, on en entend beaucoup parler. Donc, on a essayé de trouver quelque chose de plus poétique à travers ce mot, la fabrique du nous. Donc, c'est fabriquer une unité, une cohésion. Le président de la République disait à la rentrée, il faut apprendre à refaire nation. C'est exactement ça, comment on peut apprendre à refaire nation et que ça se fasse dans la joie, dans la bonne humeur et avec les bons prétextes. On croit beaucoup à cette importance du prétexte. C'est ce que vous faites aussi aux Républiques à travers la cuisine. Les gens se rencontrent à travers le partage de la nourriture, de la gastronomie. C'est un super prétexte et un super support pour faire se rencontrer et faire se parler des gens qui n'ont rien à voir et qui partagent pas forcément beaucoup de choses au démarrage. Et on va dire, cette fabrique, parce que je ne sais pas quel est le... Cette fabrique, c'est un esprit. Cette fabrique, ce mouvement, tu l'as créé avec Tariq. Oui. Comment vous en êtes venu à vouloir faire ça ensemble, à construire ensemble un projet comme celui-là ? Tu parlais de différence.
Ça en fait partie déjà à la base? Oui, alors c'est sûr qu'on est différents sur beaucoup de plans et en même temps on s'est vraiment rejoints sur cette idée. On a travaillé ensemble auparavant, notamment sur ce programme pour aider les jeunes des quartiers à trouver du boulot et on s'est vraiment retrouvés sur cette idée que voilà, il fallait faire se rencontrer les gens en corps à corps, en cœur à cœur, face à face. Ça pouvait être déterminant. On avait vraiment envie de démultiplier ça. Et on s'est dit, bah voilà, allez-y, fabriquons des projets, prototypons, testons, imaginons des choses ensemble. Et puis aussi, un autre truc qu'on s'est retrouvé aussi, c'est sur la forte croyance que ce lien social, à la fois, il fait du bien aux gens et en même temps, il permet aussi de faire des économies à la société. Il y a plein d'exemples d'économies générées par ce lien, par cette rencontre. Par exemple, toutes les dynamiques intervoisins qui existent, on travaille pas mal avec eux. La République des hypervoisins à Paris, l'heure civique, la fête des voisins et plein d'autres. Et on se rend compte que quand on investit sur le lien social, quand les gens ils sont connectés aux autres, eh bien, il y a plein d'économies sur les voisins. Reprenons des personnes qui sont par exemple, un peu âgées, seules. Le fait qu'elles sachent pouvoir compter sur leurs voisins, on se rend compte qu'elles appellent moins les pompiers, elles vont moins à l'hôpital. Quand elles sont à l'hôpital, elles reviennent plus vite chez elles parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir compter sur un tel et un tel et un tel. Donc il y a plein d'économies générées. Les cohabitations intergénérationnelles, c'est pareil. Ils disent qu'ils font reculer de 5 ans la date d'entrée dans une maison de retraite. Donc ça fait 20 000 € par an d'économie pour la collectivité. Donc voilà, on croit vraiment tous les deux qu'il faut investir sur le lien social, au-delà de tous les bénéfices qu'on a cités, sur la confiance, sur les opportunités générées, sur tout ça. Et puis sur le fait qu'on voit plus large aussi quand on rencontre d'autres gens. Il y a un autre effet qui est l'effet économique, pur et simple. Et on essaye aussi de se battre pour qu'il y ait un investissement massif sur le lien social, notamment des décideurs. Donc c'est une autre jambe de la fabrique du nous, c'est essayer d'avoir un plaidoyer fort, notamment sur cet angle-là. Ce qui est intéressant dans tous les exemples que vous citez, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'un patchwork. On n'est pas sur une association avec un seul but, même si on va dire que l'objectif final, c'est effectivement de retisser du lien. On s'aperçoit qu'on va dans différentes directions pour le retisser et que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un projet avec un seul couloir, il y en a plusieurs et ils se rejoignent tous au même endroit. Exactement, c'est vrai que souvent, que ce soit les associations ou les fondations, il y a un peu un angle qui est on va s'occuper des personnes âgées, on va s'occuper des jeunes en difficulté, on va s'occuper du handicap, on va s'occuper du lien entre voisins. Enfin, et là, ce qui nous plaisait, c'était effectivement d'aller sur tous les champs et de ne pas se focaliser sur un public. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'essayer d'avoir une approche transversale du sujet. Parce que ça crée quelque chose de plus, ça crée un effet d'entraînement. Oui, ça crée un effet d'entraînement. Au tout début, au démarrage de la Fabrique du Nous, on s'est évertué à faire se rassembler tous ces artisans du lien social, donc ceux qui travaillent pour les jeunes en difficulté, ceux qui travaillent. Et on s'est rendu compte qu'ils ne se connaissaient pas, que c'était déjà, ils ne communiquent pas entre eux, en fait. Voilà, sur des faits différents et donc... Oui, c'est des pros du lien et finalement, on n'est pas reliés. Donc, on s'est dit, déjà, on va relier ceux qui relient. Et on va commencer par ça. Et effectivement, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de synergies à faire. Chacun est un peu dans son couloir, dans sa spécialité, dans son expertise. Et les faire se rencontrer, ça peut être... c'est super fructueux. Et il y a plein de croisements sur plein de sujets. C'est quoi les nouveaux projets de la Fabrique du Nous alors? Parce que là, tu nous parlais de ce lien entre les prisonniers et les personnes âgées. Ouais, alors ça, c'est assez récent. C'est même tout récent. Un autre projet qu'on mène avec Sista for Good et puis surtout Benenova, qui est sur l'engagement citoyen. On se dit qu'une des meilleures manières peut-être de rencontrer l'autre, c'est de s'engager, d'agir pour. Et là, les sciences comportementales ont bien défini quels étaient tous les freins à l'engagement. Le fait il faut le faire à plusieurs, il faut que ce soit simple, lisible. Là, aujourd'hui, ça foisonne. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur tous les sites, sur toutes les plateformes, il y a 50 000 trucs. Voilà, donc ça peut être un frein, le foisonnement. Et puis la peur aussi de devoir s'engager dans la durée. Donc on a analysé un peu tous les freins à l'engagement et on s'est dit on va faire une proposition très simple pour Marseille. On va proposer aux Marseillais, un samedi par mois, le matin, de venir s'engager, de faire quelque chose pour les Marseillais ou pour la planète, 2 heures. Donc je donne 2 heures de mon temps le samedi. Je vais faire du soutien scolaire à tel endroit. Je vais promener des personnes âgées en triporteur au parc Borelli pendant 2 heures. Je vais, avec Art et Développement, faire du dessin avec les gamins dans je ne sais quelle cité. Bref, on est en train de choisir 10 propositions d'engagement, clés en main, 2 heures, un samedi. Et on se dit qu'on a tous 2 heures à donner pour sa ville.
Et l'idée, c'est que voilà, un maximum de Marseillais, ensemble, fassent quelque chose de chouette, de sympa, et puis après se retrouvent pour déjeuner, pour manger un bout à midi et raconter ce qu'ils ont vécu. Et on espère que ça sera le marchepied pour autre chose. Donc ensuite, ils déclenchent sur d'autres actions et qu'eux-mêmes se motivent à faire d'autres choses. Ou à Ouais, découvrir d'autres si ça leur choses, plaît, ou- s'ils en ont envie, ils peuvent recommencer. Mais voilà, il y a la voie est libre. On se dit, bah voilà, le dimanche, et ben le samedi matin, maintenant, il y aura samedi bien, voilà. Pourquoi Marseille? Pourquoi ça part souvent, je ne vais pas dire toujours, mais Non, mais souvent de souvent. Marseille? Pourquoi ça part de Marseille? Qu'est-ce qui se passe avec Marseille pour que ça soit aussi foisonnant d'initiatives, d'associations, d'envie de faire ensemble? Je ne saurais pas répondre, honnêtement. Moi, ce que je constate pour avoir vécu longtemps à Paris, ça fait que 10 ans que je suis à Marseille, et ce que j'adore dans cette ville, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il n'y a pas beaucoup de jobs, il y en a moins qu'à Paris, il y en a moins qu'à Lyon. En revanche, il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de gens qui se bougent, et je pense que c'est cet esprit entrepreneurial aussi qu'on ressent, et on a l'impression que tout est possible. Et il y a une énergie, un élan, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu à Paris. Je ne ressentais pas, alors peut-être que je n'avais pas le même réseau, les mêmes amis et tout, mais je suis vraiment frappée par le nombre de gens qui entreprennent, que ce soit dans leur vie vraiment pro ou en marge, mais c'est impressionnant. Donc je pense qu'il y a cette énergie. Et puis, et puis aussi, je pense que le fait que entre guillemets, la pauvreté soit visible au centre de la ville, quand vous arrivez gare Saint-Charles ou même sur le Vieux-Port, ça donne envie de se bouger. À Paris, peut-être qu'elle est moins visible. En tout cas, c'est l'impression que j'ai quand j'y vais. Paris, c'est peut-être gare du Nord quand vous arrivez, mais sinon, c'est quand même moins tangible. Plus ville-musée, quoi. Plus ville-musée. Bon, après, c'est peut-être parce que je vais trop dans le 16e, dans le 7e aussi, tu vois. Si je passais mes week-ends à Paris dans le 18e ou dans le 20e, peut-être que j'irais pas Les ça. gares d'arrivée n'y sont pas non plus. donc, Voilà, exactement. Si tu arrives gare Montparnasse, et ben, c'est tout. Voilà, Bon, je sais pas. Qui sont les héros du quotidien de Nathalie? Moi, j'aimerais bien savoir. Les héros du quotidien Ou de les Nathalie. héroïnes, d'ailleurs. Ouais, alors bon, dans le domaine pro, on est entouré de héros. Hein. On passe notre temps à être connecté avec notamment tous ces héros du lien social qui retissent de la rencontre, du nous au jour le jour. Je sais pas, là, ce qui me vient, c'est un héros qui est chez nous, qui s'appelle Soriba, qui est un jeune Guinéen et qui habitait chez nous pendant 2 ans et qui nous a donné des belles leçons de vie à moi et à ma famille. Là aussi, ça fait partie peut-être des belles rencontres de cette année où vous avez ce gamin de 17 ans qui arrive tout seul et tout, et qui arrive avec son petit baluchon, et vous vous dites, mais pourquoi moi j'ai autant de choses? Lui, il vit avec un baluchon. Donc c'est en ça où les rencontres sont vraiment fortes, c'est que tout d'un coup, elles vous mettent face à vous, votre façon de vivre, mais vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous avec tous ces trucs? Pourquoi dès que je pars en week-end, j'ai une énorme valise, lui avec son petit baluchon? Ou bien le fait aussi qu'il s'intéresse vachement à la religion catholique. Il va chercher dans la bibliothèque de mes enfants l'histoire de la Bible pour les enfants, les histoires de Noël. Lui qui est musulman, je trouve ça beau. Donc quelque part, c'est un peu un héros parce qu'il a cette curiosité vis-à-vis d'une autre culture qui est fascinante. Et puis le fait de savoir vivre avec si peu aussi qui est assez bouleversante et qui nous chamboule. Donc ça, voilà, bon, je dirais ça, mais je pourrais en trouver bien d'autres. Non, c'est une réalité. Hein. Honnêtement, on peut agir tous autant qu'on veut. Les vrais héros, c'est les gens qui fuient des trucs incroyables, qui sont par la mer, qui traversent des guerres. Enfin, je veux dire, c'est eux les héros. Complètement. Et qui gardent le sourire. Exactement. Ouais, ils sont assez bluffants. J'avoue que c'est une bonne claque. Et c'est quand on se rend compte de ça que si tu peux agir autant que tu veux, à l'échelle que tu veux. Tu passeras pas par ça si tu n'y es pas passé. Non. Et ça, c'est de l'héroïsme, quoi, d'essayer de sortir d'un truc qu'on ne vit pas ici. Enfin, on ne vit pas chez nous. Donc, non, je comprends très bien ça. Et avec tes enfants, du coup, parce que tu as des enfants, donc, quel est le lien avec lui, ou en tout cas, comment tu les entraînes dans ce mouvement qu'est la Fabrique du Nous? Avec mes filles? Ouais, Oula, c'est compliqué ça. C'est compliqué. Non, souvent elles me disent, maman, il y en a marre de tes plans le week-end, on va à Félix-Piat faire du ramassage de déchets, là, il y en a marre. Donc non, je pense que je suis assez mauvaise là-dessus. J'ai peut-être un peu trop forcé le trait. En revanche, ce qui marche peut-être plutôt bien, c'est accueillir chez nous des personnes comme Soriba. Et là, de façon hyper naturelle, il y a des liens d'amitié qui se tissent. Et c'est trop beau, quoi. Enfin, franchement, c'est touchant, quoi. Il les considère comme ses petites sœurs. Bref,
c'est des bons moments. Et elles prennent conseil auprès de lui? Elles prennent conseil? Comme un grand frère, du coup. Ouais, elles prennent conseil. Oui, elles ont découvert TikTok grâce à lui. C'est ça qui se passe. Donc, je sais pas si c'est les meilleurs conseils. Vous pouvez nous suivre sur TikTok. Non, si. Non, mais elles sont fascinées. Et toi, t'as pas vu tes parents depuis 4 ans? Comment c'est possible? Moi, quand je vois pas ma maman pendant 3 semaines ou mes parents, je suis hyper triste. C'est pas possible que ça fasse 4 ans. Et ton petit frère, Mamadou, qui a 12 ans, tu l'as pas vu grandir. Enfin, ça les fascine. Et elles se rendent compte de la chance qu'elles ont d'avoir ce petit cocon et puis d'être dans ce luxe. Et voilà. Ouais. La suite, alors, comment tu vas, on va dire, amplifier ces projets? Est-ce que vous avez une visée d'aller ailleurs? Tu parlais de Nantes tout à l'heure pour la maison d'arrêt. Est-ce que par rapport au lieu où vous êtes implanté, qui est Marseille, on aurait pu penser au Baumette ou à d'autres lieux d'emprisonnement en France, parce qu'il y a plein de termes, alors je préfère le dire plus largement. Pourquoi Nantes, du coup? Pourquoi Nantes? Comment ça s'est fait qu'il y ait ce lien avec une autre ville si loin? Ouais, 2 raisons. La prison de Nantes, c'est la seule à avoir un centre d'appel, donc ça c'était une bonne raison. Donc c'était plus facile de faire le prototype avec une prison où il y a un centre d'appel. Voilà. Et la deuxième raison, c'est qu'on s'est quand même dit, donc avec Domino Service, que c'était bien qu'il y ait un éloignement. Donc 1100 km entre Marseille et Nantes, ça pouvait rassurer les personnes âgées. Enfin, au début, on s'était dit ça. Finalement, je pense que ça ne sera pas un problème parce que le lien se crée vite. Et puis, quand ils voient qu'ils ont quelqu'un de chouette au bout du fil, on oublie qu'il est détenu, on oublie tout ça. Mais voilà, c'était les premières raisons. Mais effectivement, notre bac à sable, il est beaucoup à Marseille parce qu'on habite à Marseille, Tariq et moi, et qu'on connaît pas mal de gens là. Mais on a des projets aussi en cours à Paris et on espère ailleurs. L'idée, c'est que ça ne soit pas que Marseille. Ouais. Et quand tu parles de ces projets, c'est des projets où vous essayez de répliquer ce que vous avez déjà fait, un peu comme des pilotes, où vous essayez de créer des choses beaucoup plus adaptées au territoire, aux besoins de ce territoire-là, parce qu'à Paris, il y a peut-être moins de piscines, par exemple. Bon, et peut-être d'enfants qui nagent plus, parce qu'il y a beaucoup plus de piscines municipales aussi accessibles. Enfin, voilà, donc, c'est à chaque fois, vous essayez de développer des projets qui sont adaptés à la zone sur laquelle vous êtes. Alors, je pense qu'il y a des projets qui peuvent être dupliqués dans plein d'endroits. Il y a des troncs communs. Où il y a des troncs communs, pour les appels typiquement. Voilà. Sur les piscines, tu as raison, ça serait absurde de déployer ça à Paris. Les gens n'ont pas de piscine. Et 2, il y a peut-être pas mal de piscines municipales. On n'a pas fait l'étude de marché. Par contre, tu peux leur apprendre à faire du vélo. Plus, ouais, parce qu'en plus, il y a un enjeu, le déplacement en mobilité. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de partir des envies des uns et des autres et effectivement des problématiques. À Paris, là, on travaille avec plusieurs structures sur comment donner envie aux gens de parler à un inconnu dans la rue et de recréer la culture du dialogue avec l'éthique de la réciprocité. On voit bien aujourd'hui, on est dans un monde un peu de bashing où on ne s'écoute pas trop et c'est celui qui parle le plus fort. Et donc, on travaille avec toutes ces structures qui sont des spécialistes du dialogue, donc Place du Dialogue, Open Bubble, la Maison de la Conversation, le Social Bar, qui sont un peu des pros du dialogue et de la convivialité comme ça dans la rue. Et on travaille sur un festival de la conversation. On va essayer de trouver un autre mot que festival de la conversation, mais pour l'instant c'est le nom de code. Et avec cette idée, sur un territoire donné à Paris, donc plutôt vers Saint-Ouen, porte de Clignancourt, de permettre à des gens, à des passants, de vivre l'expérience du dialogue et qui ressortent de là en se disant tiens, maintenant j'ai échangé avec un inconnu pendant 20 minutes, ça fait du bien, je vois plus large. Et il ne m'a pas forcément convaincu, mais en tout cas j'ai compris son point de vue. On se dit que c'est important aussi de travailler là-dessus. Donc ça, c'est un exemple. Et pourquoi on est parti de là? Parce qu'il y avait plusieurs acteurs qui travaillent sur ce sujet. Et on s'est dit, rassemblons-les. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de chouette pour que ce soit visible et le plus impactant possible, plutôt que chacun soit dans son couloir. On aime bien faire ça. Aussi, rassembler des artisans du lien. Et là, on est des artisans du dialogue. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et de plus solide. Héros du quotidien, c'est aussi des objets. Est-ce que vous avez un objet qui vous parle et que vous auriez envie de partager avec nous, que vous auriez amené ou pas? Vous voyez le Rubik's Cube? On aimerait bien faire un petit Rubik's Cube avec avec différentes facettes, les personnes âgées, les jeunes, les je sais pas quoi. Et puis se dire voilà. Les je sais pas quoi. Non, mais faire l'inverse du Rubik's Cube, c'est-à-dire qu'on se dit aujourd'hui voilà, on est chacun un peu dans son couloir et tout, tac, mélangeons le Rubik's Cube. Ouais. Bon, c'est l'objet qui nous inspire. Que chaque face soit pas d'une couleur. Voilà, exactement. Merci Raphaël, exactement. Déshomogénéiser chaque face. Donc c'est un Rubik's Cube inversé.
Et dans toute cette dynamique que vous créez, on va dire, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Qu'est-ce qui t'a montré que vous étiez en train de réussir quelque chose vraiment fortement? Parce que tout à l'heure, tu parlais évidemment des rencontres après la piscine. Mais je sais que pour le vivre aussi, quand tu veux continuer une action, il y a un moment, tu dois reprendre des coups de boost, tu dois reprendre des trucs. Qu'est-ce qui t'a marqué peut-être cette année ou même dans l'absolu dans ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui m'a marqué? Il y a plein de choses. Si on reprend l'exemple des piscines pour pas trop vous embrouiller, je me souviens de ce gamin qui était allé chez Raoul et il m'avait dit, mais en fait, je pensais avant que tous les Blancs étaient racistes. En fait, pas du tout. Donc, il y a des phrases comme ça qui vous impriment et qui vous disent « Ok, ce qu'on fait, ça a du sens ». Peut-être que pour ce gamin, le fait d'avoir appris à nager chez Raoul et tout d'un coup, il a pris conscience, ça déconstruit des choses. Ouais, ça déconstruit des choses et voilà, peut-être qu'il aura suffi d'une heure chez Raoul pour que tout d'un coup, il ait une autre vision peut-être du monde qui s'installe progressivement dans sa tête. Et ça, c'est chouette et ça remet de l'énergie, ça remet du boost. Ou bien, si on prend l'exemple du jumelage d'écoles, un autre projet qu'on a imaginé avec l'association Citizen Corp, qui est l'idée de jumeler des écoles de réalité sociale opposées. Par exemple, l'école d'Andoum qui a été jumelée avec l'école de Félix Piat. Donc, tout au long de l'année, 2 classes de CM2 se rencontrent, jouent ensemble, apprennent des choses ensemble, visitent l'école de l'autre, visitent le quartier de l'autre. Voilà, on voit pas, la mixité scolaire est relativement faible à Marseille. Et je me souviens aussi de gamins d'Andoum qui étaient revenus de Félix Piat et à table au dîner, ils avaient dit à leurs parents mais je comprends pas pourquoi dans leur école ils sont tous noirs. Et des parents qui sont bloqués, qui ne savent pas quoi dire, ou bien pourquoi dans leur quartier les poubelles passent pas. Et ça, je trouve que c'est motivant aussi quand ces projets aussi irriguent les parents, les grands-parents, et que c'est les enfants qui amènent ces questions. C'est chouette. Et c'est eux qui questionnent la société. C'est eux qui questionnent la société, puis on se retrouve très con, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi répondre. Pourquoi dans cette école ils sont tous noirs? Pourquoi dans cette école ils sont tous noirs? Tu rentres dans des explications pas possibles, tu essaies de parler de l'après-guerre, enfin bref, c'est un chaos absolu, mais c'est intéressant quand les enfants viennent interroger effectivement leurs parents, leur famille là-dessus, et là on se dit c'est cool. Donc il y a plein d'impacts comme ça qui sont très difficilement mesurables, mais on se dit on met des petites graines peut-être pour ne serait-ce que tous se questionner, moi la première. Moi ce qui me frappe à chaque fois, c'est que c'est l'associatif qui fait ça. C'est toujours le monde associatif. Il a un rôle de plus en plus important, le monde associatif aujourd'hui, que ce soit à Marseille ou ailleurs. Il va dans ces angles morts, dans ces terrains qui ne sont pas forcément pris d'assaut par le politique. C'est son rôle, il devient moteur. Oui, je pense que peut-être qu'il y a plus de liberté chez les assos pour tester ce genre de choses. Après, je nuancerais, il y a quand même des entreprises qui s'y mettent. Quand on parlait des détenus et des personnes âgées, Domino Service, là il s'agit d'une boîte très engagée, qui fait beaucoup de RSE, très sensible à la question de l'incarcération aussi. Mais ça change aussi. Et ça change aussi, ouais. Je pense clairement, il y a des signaux très, très clairs là-dessus sur l'envie des patrons, des entreprises, d'aller sur ces sujets d'intérêt général et de mouiller la chemise. On voit avec les chefs aussi hyper engagés, clairement. Je pense que, heureusement, maintenant, c'est plus réservé effectivement qu'au monde associatif, ça bouge chez les entreprises et puis chez les citoyens. Chez les citoyens aussi, et ça, c'est un de nos rêves dans la Fabrique du Nou, c'est qu'il y a de plus en plus de citoyens qui prennent ce genre d'initiative, notamment sur ce sujet du lien social. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple, les caisses lentes, c'est un citoyen qui a décidé de faire ça, qui allait voir des supermarchés, qui a dit écoutez, c'est pas possible, à ces caisses où ça va à toute vitesse, les caissières, elles ont besoin de parler, puis surtout il y a des personnes âgées, c'est leur sortie unique, aller faire des courses. Et donc il a mis spécialement des caisses lentes. Donc ça, on trouve ça génial. Ou bien ce restaurateur qui a mis dans son resto des cages à téléphone portable. Si tu mets ton téléphone dans la cage, tu as, je ne sais plus combien, moins 5% de réduction sur ta note. C'est très chouette. Donc toutes ces initiatives qui en général viennent de monsieur et madame Dupont sont chouettes et à démultiplier. Et on aimerait bien aussi accompagner toutes ces idées un peu faux-folles. Il y a plein de gens qui doivent les avoir. Et si on peut servir à ça, nous, Fabrique du Nou aussi, accompagner ces citoyens qui ont une envie forte sur ce sujet, on serait ravis et on a assez envie de travailler là-dessus en 2024.
Et tu parlais tout à l'heure aussi de l'impact économique de Ouais. l'action, ou en tout cas de recréer du lien, etc. etc. Parce que ce qui vient de se dire là, c'est effectivement, on a envie que tous les gens agissent, qu'on fasse tous des choses, on voit que les assos se bougent, on voit que les entreprises se bougent, etc. Mais ça ne fait pas une politique publique qui Non. va permettre justement de répondre à ces enjeux, de dire, bah oui, une personne âgée, évidemment, elle est moins malade quand elle a du lien social, oui, un détenu se réinsère mieux quand il a du lien social, oui, un enfant, bah, il y aura moins de noyades tout simplement s'ils savent nager, et en plus, on va créer du lien dans la société, etc. Donc, c'est encourageant de voir tout ça, mais à quel moment on peut agir, ou en tout cas influer, ou essayer de tendre vers une stratégie de politique publique autour Ouais. de ce lien social? Parce que finalement, c'est ça, fabriquer d'une certaine manière. Il faut que ça soit Complètement. porté aussi et supporté par des politiques publiques. Ouais. Oui, si on veut que ça se pérennise et que ça se déploie, il faut effectivement que ça soit soutenu par la puissance publique. Donc on s'y essaye, pas tout seul, à plusieurs, notamment sur un sujet qui nous tient à cœur, qui est l'école. On se dit que si on ne se mélange pas enfant, on se dérangera adulte. Donc il y a vraiment cette nécessité dès l'école de créer ce mélange. On en parlait avec le jumelage d'écoles, c'est un des exemples. Il y a plein d'autres choses qui existent, plein de solutions dans l'école qui permettent ce mélange des mondes, donc des jeunes de milieux sociaux différents, avec le handicap aussi dès le plus jeune âge, avec des cultures différentes, avec des personnes âgées. Enfin, comment on peut, dès le plus jeune âge, favoriser des expériences d'altérité. Et on voit bien qu'il y a une ghettoisation des établissements scolaires, où voilà, il y a peu de mixité sociale, mais peu de mixité au sens large, peu d'altérité finalement dans nos écoles. Et comment on peut travailler ce sujet? Donc ce qu'on essaye de faire, notamment avec une ancienne députée, Cathy Racon-Bouzon, c'est de travailler sur cette idée d'une école du nous, une école où on apprendrait le nous dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants finalement? Est-ce que c'est pas cet apprentissage de savoir vivre avec l'autre? Et donc on travaille beaucoup là-dessus. Il y a un rapport qui a été coécrit par Tariq et Cathy qui s'appelle « Pour une école du nous, vivre l'expérience de l'altérité » et qui a été publié par la Fondation Jean Jaurès. Donc ça, c'est un des moyens d'essayer d'influer les politiques publiques. Il va y avoir un colloque à l'Assemblée nationale le 24 janvier sur ce thème avec des députés, des recteurs, des enseignants et puis toutes ces assos qui proposent justement des solutions du nous dans l'école. Comment on peut aller plus loin? Comment on peut faire des écoles démonstratrices du nous? Comment, au-delà des cours d'empathie proposés par Gabriel Attal, on peut aller plus loin et que le cours d'empathie seul, ce qui est déjà top, mais aller encore plus loin et proposer d'autres choses et qu'il y ait des moyens qui soient mis là-dessus. Donc voilà. Voilà, vous savez tout. J'ai tout dit. Très bien, très bien. Merci Nathalie. Merci à vous. Merci d'être passé nous voir sur Héros du quotidien. On est ravis de t'avoir reçu. Merci Raphaël pour aujourd'hui. Merci Sylvain. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous retrouver. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux, TikTok, Instagram. On affichera évidemment tout ça sur l'écran également. Facebook, YouTube pour les diffusions et puis sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez, qui sont vos préférés. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Héros du quotidien avec une héroïne ou un héros, on verra, mais en tout cas avec vous.